darling, you know that I want things to go our way. I'll try to reach you to lean every single day. I wanna be somebody that you wanna love. Don't wanna reach for another, wanna color your world. Dans la vie, on peut faire des très, très belles rencontres. C'est formidable. Des rencontres, des fois, c'est le pur hasard. Puis je pense que c'est ces rencontres-là qui sont les plus formidables. Aujourd'hui, je rencontre Morgane Renaud. Morgane Renaud, c'est une fille de vin. Morgane Renaud, elle représente justement un grand château français, un grand château de Bordeaux. Et j'ai vraiment le plaisir de la recevoir. Puis c'est tout à fait passionnant. Tout ce qu'on s'est dit avant. Et là, tout ce qu'on va se dire maintenant, tout est passionnant. Bonjour, Morgane. Bonjour, Jerry. Je suis content que vous m'appeliez. J'aime votre accent pour le Jerry. J'aime beaucoup ça. Ça commence très bien. J'aime ça. Donc, vous, Morgane Renaud, vous représentez le château Aubryon. Oui, tout à fait. Le château Aubryon qui, pour les amateurs de vin, c'est comme un rêve, en fin de compte. Là. Il y a beaucoup de gens qui adorent le vin et qui n'ont jamais bu de Aubryon de leur vie. Il faut le dire. Et vous représentez ce château-là depuis combien de temps? Depuis 3 ans. 3 ans, d'accord. Oui. Depuis 3 ans. Et est-ce que vous représentez tous les vins de Aubryon? Toute la gamme au complet? Alors, moi, je travaille pour Clarence Dillon Wines, Oui. qui est l'entreprise de distribution de Clarendelle inspiré par Aubryon, dont on parlera tout à l'heure, Oui. et également des châteaux du domaine Clarence Dillon. Donc Aubryon, Mission Aubryon et Château Quintus. Oui, Quintus qui a été acheté il y a pas tellement, il y a quelques années, Tout à fait. je crois. 2012. 2012, Voilà. 2012, exactement. Et là, c'est toute l'histoire. C'est ça qui est intéressant de Clarence Dillon, parce que en réalité, c'est pas son vrai nom, Dillon. Je pense qu'il est polonais d'origine, mais c'est toute l'histoire de cette. On va dire que c'est un personnage. Ce personnage. Y a-t-il une série Netflix qui a été faite sur lui? Pas encore, hein? Pas encore. Pas encore, mais il devrait en avoir une, je pense. Oui. Vous êtes d'accord avec complètement d'accord. Parce que c'est une épopée. Donc, racontez-moi, c'est quoi son histoire de Clarence Dillon, qui est américain? Oui, mais... la famille Dillon, pardon. Oui. La famille Dillon est américaine. Ce sont des banquiers. Oui. Ils habitent au Texas, à San Antonio. Et il y a toujours eu... c'est une famille de francophiles. Donc, il y a toujours eu une relation entre les États-Unis et la France. Clarence Dillon voyage à Bordeaux dans les années 30. Il tombe amoureux de Aubryon et décide de l'acheter en 1935. Et donc, son fils, qui est Douglas Dillon, continuera à exploiter le château Aubryon, tout en étant ministre des Finances sous Kennedy. Il a été également ambassadeur des États-Unis en France. Oui. Donc, il y a toujours cette longue relation entre la France et les États-Unis, qui est d'ailleurs toujours là aujourd'hui, puisque la famille est toujours propriétaire du domaine. Et on a de très nombreux actionnaires qui sont basés aux États-Unis. Et aujourd'hui, on a ouvert une page de plus dans l'histoire, puisque le propriétaire actuel, qui est l'arrière-petit-fils de Clarence Dillon, est le prince Robert de Luxembourg, Oui. qui fait partie de la famille royale du Luxembourg par son côté paternel. Alors, c'est pas le prince régnant, mais il a quand même le titre. Quand même. Voilà, donc on a vraiment le côté européen avec le côté Amérique du Nord à travers le château Aubryon. Mais château Aubryon, c'est quoi l'histoire avec Thomas Jefferson? Il y a comme une histoire là, des années 1700. Là, Alors, le château Aubryon, les vignobles à Bordeaux remontent au XVIe, XVIIe siècle. Donc c'est également le cas du château Aubryon et du château Mission Aubryon, hein, nos deux châteaux qui se font face. L'un et l'autre, c'est vraiment, ils sont voisins, mais c'est la première fois qu'ils appartiennent à la même famille depuis leur création. OK. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Et le château Aubryon a été classé. Donc,
les propriétaires se sont succédés au courant des siècles avant d'appartenir à la famille Dillon. Et le château Aubryon a eu la chance d'être classé premier grand cru en 1855. Donc, au 19e siècle, on avait quatre premiers grands crus qui ont été choisis. Lafite Rothschild, Latour, Margaux et Aubryon, qui est le seul à être situé dans les Graves et non pas dans le Médoc comme les autres. Et puis après, le château Mouton Rothschild a été lui aussi promu premier grand cru. Donc on a 5 premiers grands crus 1855 à Bordeaux et nous, on est très fiers d'en faire partie avec le château Aubryon. Pour bien comprendre Bordeaux, on voit Bordeaux comme une région, mais c'est plein de sous-régions, c'est plein de subtilités, Bordeaux. On le voit écrit sur la bouteille, on voit, là, vous avez parlé des Graves, justement. Puis le château Aubryon, je crois qu'il est très près de Bordeaux, la ville en tant que telle. Combien de kilomètres? On est vraiment à la limite de Bordeaux. Donc en fait, Aubryon est entouré d'habitations. Alors autrefois, bien sûr, c'était la campagne. Il n'était pas là, exactement. Mais aujourd'hui, la ville de Bordeaux s'est étendue partout autour du château. En fait, c'est un petit peu la banlieue de Bordeaux. On a la ville de Talence, la ville de Pessac et la ville de Mérignac qui sont qui juxtaposent la propriété. Et on peut accéder au centre-ville de Bordeaux avec les transports en commun en 15 minutes sans problème ou en vélo. Donc c'est vraiment juste à côté. C'est un des seuls châteaux à être situé dans la ville de Bordeaux. Est-ce qu'on peut visiter? Est-ce que c'est fermé? Est-ce qu'on Alors, peut... Oui, bien sûr. Moi, je suis jamais allé à Bordeaux de ma vie. C'est un projet. J'ai fait plusieurs tournées, mais Bordeaux, je ne suis jamais allé. Alors, vous êtes tous les bienvenus au château, bien entendu. Alors, Aubryon, en ce moment, a commencé des travaux en 2022 qui vont durer jusqu'en 2025. On a un gros projet de restructuration de notre partie chai. Donc, oui. Malheureusement, en ce moment, on sera fermé pour les visites, mais le château Mission Aubryon, qui est juste en face, lui, accueille des visiteurs avec grand plaisir et on aime beaucoup, justement, partager notre savoir et puis nos vins. Mais pour vous donner un petit peu d'explication sur Bordeaux, parce qu'effectivement, c'est quand même assez compliqué. Oui, c'est par rapport au vin. Mais en général, la voyez, présentement devant moi, j'ai un livre. C'est un cadeau que mes enfants m'ont fait. C'est un livre sur... aujourd'hui, c'est sûr qu'on est toujours sur le web tout le temps, mais ce livre-là, c'est un cadeau, et je pense que c'est un des plus beaux cadeaux que j'ai eus. C'est tous les détails. Moi, vous le savez, je suis un amateur de vin. Je ne me calcule pas comme un connaisseur de vin. Moi, j'aime ça exprimer puis parler des vins que j'aime, tout simplement. C'est l'aubergiste, c'est ça. J'adore un vin, j'en parle. Je m'y connais quand même pas mal. Les vins espagnols, beaucoup. Mais la France, il y a quelque chose de particulier, c'est de tout, les climats, tous les petits détails. Et pour les monsieur, madame, tout le monde, ça peut paraître un peu compliqué, mais en réalité, ça l'est pas tant que ça. Mais si je parle, mettons, comme Bordeaux, ben, vous avez parlé des Graves, après ça, on peut parler d'Entre-deux-Mers, on peut parler de Libournais, on peut parler... Donc, c'est de voir... Pouvez-vous me faire une genre de carte un peu de Bordeaux? Donc, vous avez la ville, le fleuve et cette carte-là. Donc, en fait, moi, je viens de Bordeaux, donc c'est un réel plaisir de partager ma région et de parler de là où je viens. Donc, effectivement, vous l'avez dit, ça a l'air compliqué, mais c'est pas si compliqué que ça. Donc, en fait, Bordeaux, c'est une ville, déjà, tout d'abord. Une ville qui est située à peu près 50 km de la mer et en bordure de Garonne, du fleuve Garonne. Et c'est aussi une région viticole. Donc, une région viticole assez vaste avec de très nombreuses petites appellations à l'intérieur. Parce qu'en fait, Bordeaux, on a un sol qui est très varié. Et bien sûr, en fonction du sol, on ne va pas planter les mêmes cépages, les mêmes types de raisins. Donc, si vous regardez une carte Bordeaux, on est au bord de l'océan Atlantique, sur la gauche. Et puis, on a donc cette rivière, la Gironde, qui se sépare en deux entre la Dordogne et la Garonne. Et donc,
On a des alluvions qui vont être déposées, on a des graves qui vont être déposées également, du sable qui vient de l'océan. Des graves comme des cailloux. Des cailloux, c'est tout à fait. Oui, des petits galets, en fait. Parce que dans une époque très lointaine, préhistorique, où je sais pas trop, c'était beaucoup plus large. J'ai l'impression que cette gironde-là, je veux dire, était beaucoup, tu sais, c'était peut-être même c'était sous la mer, peut-être. Alors oui, à une époque, ça a été un océan, puis après, ça s'est agrandi. Aujourd'hui, on a l'océan qui a récupéré une petite partie. On a même un village à Soulac qui a été englouti. Ah oui? Ouais, Okay. ouais. Et du coup, qui a dû être déplacé. Mais oui, au fur et à mesure des siècles, le paysage a énormément changé. Sur le bord de l'océan, on a une région qui était assez marécageuse, donc des pins ont été plantés, une grande forêt de pins pour essayer d'assécher un petit peu cet endroit-là. Donc ça, c'est une région qui n'est pas trop viticole, c'est vraiment ce qui borde l'océan, c'est des grandes dunes de sable avec des grandes forêts de pins. En revanche, tout ce qui est au bord du fleuve, là, on a des très beaux vignobles. Donc en fait, vous parliez de l'entre-deux-mers tout à l'heure. Entre-deux-mers, en fait, c'est très simple. Ça signifie entre les deux rivières, entre la Garonne et la Dordogne. C'est romantique comme nom. Voilà, donc c'est une région où on a principalement des raisins blancs qui sont plantés. On fait un très bon entre-deux-mers, d'ailleurs, qui est un vin blanc à base de Sauvignon, principalement. Ensuite, on parle de rive droite et de rive gauche, en fonction de là où est situé où on se situe en fonction de la rivière. Donc, sur la rive gauche, on a le Médoc, qui est une grande région viticole avec ses graves, ces galets qui ont été transportés par la rivière et ce côté sablonneux puisqu'on est à côté de l'océan. Oui. Donc est faite sur le long. C'est vraiment une grande bande qui suit le fleuve. Donc le Médoc, c'est une appellation au sein même de la grosse appellation Bordeaux qui englobe tout. Médoc, c'est une plus petite appellation. Et à l'intérieur du Médoc, on a plusieurs villages qui sont emblématiques. Par exemple, peut-être que vous connaissez le village de Margaux ou bien le village de Pauillac. Exactement. Donc Margaux, j'aime beaucoup. Il y a un vin, c'est le domaine de l'île Margaux, que c'est un vin comme assez abordable, mais très bon, que j'achète régulièrement, que j'aime beaucoup. Là, j'aime beaucoup. Donc, c'est des noms qu'on entend régulièrement. Voilà, en fait, ce sont des villages qui sont situés dans le Médoc et qui ont donné leur nom à une petite appellation. C'est pas très grand, c'est des petites appellations. Saint-Julien, c'est la plus petite. On n'a pas énormément de propriétaires qui sont sur cette appellation. Et du coup, il y a un cahier des charges assez particulier pour chaque appellation, avec des cépages qui sont autorisés, des rendements, plein de choses. Donc, le Médoc, on peut dire, c'est un peu comme une grande campagne. Si on peut dire. Oui, c'est une grande campagne au nord de Bordeaux. Voilà, c'est ça. Et le paysage est assez plat, parce qu'on n'est pas très loin de l'océan. On a très peu de... C'est un petit peu vallonné quand on va vers le nord, vers Saint-Estèphe. Mais sinon, c'est relativement plat. D'accord. Donc, des grandes étendues de vignes, en fait. Et c'est très joli quand vous prenez la route. Il y a une route qui s'appelle la route des châteaux. Quand vous remontez de Bordeaux jusqu'en haut du Médoc, vous traversez toutes les propriétés viticoles mythiques. C'est très, très joli. Y a-t-il beaucoup de Airbnb de disponibles dans cette région-là? Alors, ou à Bordeaux en général? Oui, bien sûr, petit à petit. Alors, c'était pas quelque chose d'inné chez nous à Bordeaux, le tourisme viticole, et petit à petit, les propriétés ont compris que c'était très important d'accueillir les visiteurs et de leur faire découvrir notre région. Donc, on a de plus en plus d'hôtels, d'Airbnb qui ouvrent dans cette zone géographique, effectivement, oui. Donc, toujours rive gauche. On a le Médoc, puis là, on a les fameuses graves. Là. Donc, on arrive quasiment aux portes de la ville. Voilà, tout à fait. Lorsqu'on arrive au niveau de Bordeaux, on a les graves. Donc, c'est là où nous, on est situés. Le château Aubryon, le château Mission Aubryon. Donc, vraiment pas très loin de Bordeaux. Un peu le même sol que dans le Médoc, avec beaucoup de galets, de graves. Donc, principalement, le cépage qui va être planté sur ces sols, c'est du Cabernet Sauvignon. C'est vraiment le cépage roi de ces appellations. On a aussi, bien sûr, du Merlot. Mais voilà, les graves, c'est... On entend souvent parler que la grande vedette de Bordeaux, c'est le Merlot, mais c'est le Cabernet, dépendamment des endroits. Là. En rive gauche, oui. On a quand même beaucoup de Cabernet. Alors, ça va dépendre, encore une fois, même des villages. Dans certains villages, on va avoir plus de Cabernet, parce qu'il y aura des spécificités, des styles. Mais Cabernet et Merlot sont vraiment les rois de la rive gauche. Donc, si on descend un petit peu plus bas, on s'en va dans les Sauternes. Oui. Les Sauternes,
l'image qu'on a Sauterne, on parle de vins liquoreux, des vins blancs liquoreux. Alors, le Sauterne, c'est vraiment c'est de la magie. Moi, je trouve que c'est vraiment de la magie. On est situé à 1 heure au sud de Bordeaux, en bord toujours pas très loin du fleuve. Et on a cette spécificité, c'est un microclimat, en fait. De la brume matinale qui va créer une pourriture noble sur les raisins. Alors, en général, c'est quelque chose qu'on fuit sur les raisins rouges. Ça pourrait mettre en péril une vendange entière. On fait très attention à ça parce que cette pourriture noble qu'on appelle pour le blanc n'est pas noble pour le rouge, au contraire. Mais à Sauterne, c'est vraiment ce qu'on recherche. Et donc, on va vendanger chaque parcelle, presque chaque grappe et chaque grain un par un, pour récupérer uniquement les grains qui sont atteints par cette pourriture noble. Ouvrage, quel travail. Et parfois, on peut même repasser 2-3 fois dans les rangs de vignes à 3 dates différentes. Parce qu'ils ne vont pas pourrir, je dis pourrir dans le sens qu'ils ne vont pas être au même stade, chaque grain. Tout à fait. Et donc, cette pourriture noble donne vraiment ce côté écorce d'orange. Oui. Bien sûr, les arômes sont concentrés parce qu'en fait, l'eau va s'évaporer. Et donc, en fait, cette pourriture, elle va créer des petites fissures sur la pellicule, la peau du raisin. Et ça va permettre à l'eau de s'évaporer. Et donc, les sucres vont être concentrés dans le grain. Et donc, Sauterne est connu pour ses vins liquoreux. Sauterne et Barsac, qui sont à côté l'un de l'autre. Le château Yquem, c'est là? Oui, tout à fait. Château Yquem, c'est à Sauterne. J'ai eu la chance d'y goûter il y a peut-être 1 an de ça. J'ai adoré ça. Oui. J'ai adoré ça. On l'avait vraiment... C'était vraiment une belle soirée. C'était un beau cadeau que j'ai reçu de cette bouteille-là. Mais c'est pas pour tout le monde. Ce qui arrive, c'est que c'est pas pour tout le monde. Il y a une clientèle pour ça. C'est un vin, c'est sucré, donc voilà. C'est un vin qui est difficile à associer avec de la nourriture aussi, mais peut-être les gens ne connaissent pas trop et savent pas vraiment comment l'associer. On va toujours l'associer avec du foie gras ou avec du fromage bleu, mais en fait, il y a plein d'autres possibilités. Moi, je l'associe avec du poulet rôti parce que je trouve que c'est magique. On peut l'associer avec des plats asiatiques, on peut l'associer avec des desserts, des tartes tatin par exemple, des tartes au citron. Bonne idée, la prochaine, ça va être une Voilà, il y a plein de possibilités. Et puis c'est vraiment de l'art, ces vins-là. Si vous pouvez mettre la main sur une bouteille de Sauterne, n'hésitez pas parce que c'est magique. En plus, l'avantage, c'est que ce sont des vins qui sont sucrés, donc vous pouvez laisser la bouteille ouverte pendant plusieurs jours, elle ne s'oxydera pas. Donc voilà, ça c'est vraiment une belle découverte. Je vous conseille d'essayer quand même. Donc toujours rive gauche, on descend encore plus. Là on voit comme Bordeaux supérieur. C'est quoi cette région-là exactement? Alors, ça, en fait... C'est-tu une espèce d'espace pour produire? Vraiment... Non, justement, Bordeaux supérieur, c'est pas vraiment géographiquement limité. C'est toute l'appellation Bordeaux qui peut produire du Bordeaux ou du Bordeaux supérieur. Donc par exemple, là, je vais vous perdre. On peut faire du Bordeaux supérieur en Médoc. D'accord. Parce qu'en fait, si vous regardez toute l'appellation Bordeaux, on peut faire du Bordeaux ou du Bordeaux supérieur. On n'a pas vraiment d'intérêt à faire du Bordeaux supérieur en Médoc, bien sûr, puisque un Médoc se vendra toujours plus cher qu'un Bordeaux supérieur. Bordeaux supérieur, c'est une appellation un peu plus générique. Donc après, on a des spécificités en termes de degré d'alcool, en termes de rendement. C'est ce qui fait la différence entre Bordeaux supérieur. Et ce sont bien sûr des vins peut-être plus faciles à boire, que vous pouvez apprécier dans leur jeunesse. Les Médocs, c'est peut-être un peu plus complexe, il va falloir attendre un peu plus. Vous avez des très bons rapports qualité-prix en Bordeaux supérieur. Donc, mais c'est pas géographiquement limité. C'est vraiment toute l'appellation Bordeaux qui peut produire du Bordeaux supérieur. Et par exemple, si vous mélangez des raisins qui proviennent du Médoc et d'autres qui proviennent des Graves, ça sera du Bordeaux. Puisqu'on ne peut pas mélanger ces deux régions et les appeler Médoc ou Graves, ça sera du Bordeaux, c'est comme ça. Donc si vous voulez faire un vin de Bordeaux, on en parlera plus en détail tout à l'heure avec le Clarendelle, mais si vous voulez faire un vin de Bordeaux, vous pouvez prendre des raisins qui viennent de toute l'appellation. Ça permet d'avoir une diversité dans l'assemblage du vin. Donc, il doit y avoir beaucoup de petits producteurs, justement, qui vendent leur production
qui font pas peut-être eux-mêmes leurs bouteilles, mais qui vont vendre leur production tout simplement à ceux qui vont faire des montages. Oui, tout à fait. Il y a soit des coopératives, des puisque coopératives, tous les petits producteurs n'ont pas forcément d'outils pour vinifier. Donc soit ils vont vendre à des coopératives. Il y a même des coopératives dans des villages. Par exemple, on parlait de Margaux, ou de Pauillac, par exemple, il y a une coopérative. Ou alors, on a des courtiers à Bordeaux qui s'occupent de vendre en vrac le vin. Donc, on a un cours du vrac qui permet ensuite de vendre aux viticulteurs, de vendre leur production. La rive droite, maintenant. Alors, là, on est un peu plus... Ça se peut-tu qu'on soit un peu plus dans le collineux, sais-tu? Oui, tout à fait. Donc, en fait, en rive droite, c'est un paysage qui est magnifique, un peu plus vallonné et très diversifié. Donc, on a d'abord parlé de l'entre-deux-mers. Quand vous traversez, en fait, si vous traversez dans les graves, vous allez arriver en entre-deux-mers, vous traversez le fleuve. Donc, entre-deux-mers, principalement des raisins blancs, mais aussi du rouge, qui va produire du Bordeaux, puisqu'on n'a pas d'appellation spécifique en entre-deux-mers pour le rouge. Et ensuite, si vous retraversez à nouveau le fleuve, on va arriver à Saint-Émilion, à Pomerol, des appellations mythiques que vous connaissez peut-être. Alors là, on a des sols qui vont être plus argilo-calcaires. Okay. Donc en fait, si vous allez à Saint-Émilion, et je vous recommande vraiment, c'est un village qui est absolument sublime, avec beaucoup d'histoire, puisque il y a quand même une histoire. Des moines ont fondé Saint-Émilion. C'est vraiment sublime. Si vous visitez Saint-Émilion, il y a des caves, des catacombes qui ont été creusées, et donc c'est du calcaire qui est là, et ce sont des pierres qui ont servi à construire les châteaux aux alentours, les habitations et la ville de Bordeaux. Donc vous avez vraiment des caves, des habitations troglodytes aussi en bordure du fleuve. Donc c'est fascinant. Et ces sols-là sont parfaits pour le Cabernet Franc et le Merlot. Donc les vins à Saint-Émilion vont être plus à base de Cabernet Franc et de Merlot. Mais encore, à Saint-Émilion même, qui est une appellation qui est quand même relativement petite, on a une variété de sols incroyable. Donc c'est en plus d'être des petites parcelles, il y a encore des plus petites parcelles. Ouais. Il y a une magie là, par rapport à chaque... Oui. Et les vignerons ont tendance de plus en plus à vinifier chaque parcelle individuellement. Donc quand vous visitez un chai, vous allez avoir peut-être 30 cuves qui correspondent à 30 parcelles. C'est comme des climats de Bourgogne, oui, un petit peu. Mais en Saint-Émilion. Oui. Si on se met l'image. Là, alors après, nous, on n'utilise pas... Ce qui est très intéressant en Bourgogne, c'est que chaque climat a un nom qui correspond au nom de la parcelle d'autrefois. Alors on a aussi ces noms. Quand vous regardez un parcellaire d'un château, chaque parcelle a un nom un petit peu rigolo comme en Bourgogne, mais on ne les utilise pas, nous. D'accord. Et là, juste un petit peu plus... Il y a une autre petite région, Pomerol, qui est juste là. Voilà, alors Pomerol, c'est tout petit. Mais c'est vraiment mythique. On a des châteaux comme Pétrus, ou Château Le Pin, qui sont emblématiques de Pomerol. Donc c'est vraiment une appellation minuscule. Et on produit des vins, alors principalement à base de Merlot cette fois. Le Merlot, c'est vraiment le roi à Pomerol. Mais c'est tout près de Saint-Émilion, en fait. Parfois, on traverse à pied, on ne se rend même pas compte qu'on est passé à Pomerol. mais oui, c'est vraiment tout petit, en revanche. Très peu de producteurs. Il y a des petits noms, là, Lussac, puis tu as une sorte de petits noms. Ah oui, autour. alors après... J'ai des petits noms, c'est des grands noms, mais c'est des tout petites régions, des petits... Voilà, ça, ce sont des appellations satellites de Saint-Émilion. Oui. Donc en fait, on a Saint-Émilion, puis après, on a Lussac, Saint-Émilion, Montagne, Saint-Émilion, qui sont des petites appellations autour de Saint-Émilion. Et là, on a des très bons rapports qualité-prix, parce qu'on est toujours un petit peu moins cher que Saint-Émilion, et on a des sols qui sont incroyables, on a des très belles productions... Et si vous pouvez mettre la main sur une appellation satellite comme ça de Saint-Émilion, si vous voyez le nom Saint-Émilion, n'hésitez pas à acheter une bouteille parce que c'est vraiment des très bons vins. Vous êtes une bonne vendeuse pour Bordeaux. Vraiment. Là, j'ai le goût de parler de vos vins, mais l'idée de départ de Dylan, oui, francophile, Châteaubriand, toute cette historique-là dans les années 30, ensuite, c'est resté dans la famille. Hein, dans la famille. Et l'idée de Clarendelle, elle vient de où, cette idée-là, à la base? Alors, donc,
juste pour faire rapidement un saut de quelques dizaines d'années, donc je vous disais, Clarence Dillon visite Bordeaux Oui. à Châteaubriand en 1935. Aujourd'hui, c'est son arrière-petit-fils qui est propriétaire, le prince Robert de Luxembourg. Entre-temps, la mère du prince Robert de Luxembourg, Johanne Dillon, a acheté Mission Aubryon, donc de l'autre côté de la route. Et prince Robert a acquis le domaine, notre premier domaine en rive droite. On a acheté le château Quintus. Château Quintus, le nom n'existait pas à la base. Il a acheté 2 propriétés viticoles, les a regroupées et a changé le nom, en fait. Et là, il y a une petite histoire assez sympa. En fait, Quintus, c'est le mot roman qui veut dire le numéro 5, le 5e. Le 5e, OK. Et pourquoi le 5e ? Parce qu'en fait, nous, on avait déjà 4 grands crus en rive gauche, le Aubryon rouge, le Aubryon blanc, le Mission Aubryon rouge et le Mission Aubryon blanc. Et on allait avoir un 5e cru que, du coup, on a décidé d'appeler Quintus. Donc, Quintus en rive droite, donc la 3e propriété de la famille. Le premier, donc millésime, c'est 2012. 2012? Ouais. OK. Et là, la famille vient juste d'acquérir un 3e château à Saint-Émilion qui s'appelle Château Grand-Ponté. Donc ça date de 2021. Et donc Grand-Ponté a des très beaux cabernets francs, un très beau terroir qui est situé à 1 km de Château Quintus. Et l'idée, c'est d'ajouter les raisins de Château Grand-Ponté dans le Château Quintus. Donc encore améliorer la qualité du Château Quintus et étendre le vignoble. Est-ce que le nom va demeurer? Non, malheureusement, OK. en fait, quand on... Quintus. Voilà, c'est Quintus. Le Château Grand-Ponté va Je disparaître. comprends. Le dernier millésime 2020 et 2021, ça sera dans le Château Quintus. Et vraiment, le Château Quintus a pour vocation de devenir l'un des meilleurs Saint-Émilion, au même niveau que nos châteaux en rive gauche. OK. Et donc, Clarendelle, maintenant, qui est le projet du prince Robert de Luxembourg également. Puis quand on parle de Clarendelle, c'est ce qui est tout à fait formidable. Moi, j'en ai parlé il y a plusieurs mois avec des amis, j'en ai parlé. Puis ce qui est formidable, c'est qu'on a du vin tout à fait incroyable, mais à très bon prix. Puis aujourd'hui, on sait que la vie... tout le monde est pareil. On va se faire des cadeaux de temps en temps, on va se gâter, mais une fin de semaine comme une autre, on va avoir une bonne bouteille. Donc, des fois, on ne veut pas dépasser des prix. On n'a pas toujours le 100$ ou le 50$ ou même plus des fois. Tandis que là, on a des bouteilles de vin qu'on peut acheter, des fois même à la caisse. Là. Le prix est intéressant. Donc, c'est ça l'idée de départ, justement, de Clarendelle. Parce que là, on parle d'un grand château, mais qui décide de partir une ligne pour rejoindre tout le monde. Exactement. C'est tout à fait l'idée de Clarendelle, en fait. On voulait étoffer un petit peu la gamme de nos vins en proposant quelque chose de plus accessible et que l'on peut boire tous les jours, en fait. Donc, la famille Clarendelle a été créée en 2005 par Prince Robert de Luxembourg et aujourd'hui comporte 6 vins. 3 rouges, un rosé, un blanc et un vin liquoreux. Donc, le premier que je vois ici devant moi, c'est lui que j'ai bu souvent. C'est l'étiquette verte forêt, on pourrait dire. Tout à fait. Donc, lui, c'est le Bordeaux. On l'appelle le Bordeaux en tant que tel. Donc, c'est d'où vient le vin, justement. C'est quoi exactement ce vin-là? Alors, Bordeaux, du coup. Oui. On en a parlé tout à l'heure. On en a parlé tout à l'heure. Oui, exactement ça. Donc, il peut venir de plusieurs endroits tout à fait. de la région, autrement dit. Exactement. Donc, nous, en fait, on travaille avec des vignerons partenaires qui sont situés dans plusieurs endroits de l'appellation Bordeaux, ce qui permet une grande diversité à la fois de cépages, de sols et de typicité. Oui. Et donc, le Clarendelle Bordeaux, ce sont des raisins issus de nos propres domaines à nous et de nos partenaires. Nos partenaires. Donc, mais je vous arrête une seconde. Oui. Ce qu'il faut dire, c'est que Bordeaux, il n'y a pas de monocépage. Pas vraiment. Parfois, on peut peut-être avoir de temps en temps, notamment à Pomerol, des 100% Merlot, mais non, c'est anecdotique. Nous, vraiment, on est à Bordeaux dans l'art de l'assemblage et on pense que chaque cépage va apporter quelque chose au vin. Donc là, par exemple, dans le Clarendelle,
On est sur un vin qui est principalement à base de merlot, parce que le merlot, c'est quand même un cépage qui est très gourmand, très rond. Mais on ajoute un petit peu de cabernet sauvignon pour avoir ce côté un peu plus tannique, un peu plus puissant. Ça reste très léger parce que l'idée du Clarendelle Bordeaux, c'est un vin de plaisir qui se boit très bien. Et après, on ajoute un petit peu de cabernet franc. Donc le cabernet franc, c'est pour apporter un peu de fraîcheur à l'ensemble. Oui. Donc ça, ce sont les 3 Donc, cépages typiques à Bordeaux. On en a d'autres que l'on peut utiliser, par exemple le petit verre d'eau. Ou un peu de Malbec aussi, ça arrive. Mais vraiment, les 3 principaux sont ceux que je viens de nommer. Mais c'est spectaculaire de voir ceux qui font le montage. Voilà. Mais j'ai regardé une vidéo et j'ai trouvé ça tout à fait incroyable. Alors, oui. La personne, sont plusieurs, sont 4 ou 5. Ouais. Et là, ils ont plusieurs verres devant eux. Et là, ils vont goûter justement une multitude de vins. Et ces vins-là qu'ils vont goûter, ils vont servir justement à l'assemblage Donc, sûrement, c'est une équipe. Puis chaque personne a plusieurs vins à goûter pour faire le montage parfait, si on peut dire. Alors, nous, on a au Château Aubryon, l'équipe est dirigée par Jean-Philippe Delmas, qui est le directeur, Jean-Philippe Masclé également, et on a Nathalie Bassot, qui est notre œnologue pour Clarendelle. Donc, ils se réunissent pour faire les assemblages de Clarendelle, et c'est vraiment un exercice assez difficile parce que devant eux, comme vous disiez, ils ont plein de verres, plein d'échantillons. Et pour Clarendelle, l'idée, c'est vraiment de recréer une identité. Chaque année, on va essayer de recréer le même style, un peu comme un champagne non millésimé. Oui. Peu importe le millésime de Clarendelle que vous allez boire, vous allez vraiment reconnaître ce style. Ce style-là, exactement. Voilà. Donc, ils se réunissent, ils goûtent plein d'échantillons qui proviennent de nos propriétés, de nos vignerons partenaires. Et c'est comme un puzzle, en fait. On va assembler les pièces. Et puis, chaque petit échantillon va apporter quelque chose à l'assemblage. On va décider peut-être de mettre 20% de cette bouteille avec 10% de ces merlots qui proviennent, je dis n'importe quoi, mais de Castillon. Ensuite, on va ajouter un petit peu de Cabernet Sauvignon qui vient du Médoc. Oui. Un petit peu de merlot qui proviennent de nos propriétés. Et voilà. Et l'idée, c'est d'avoir l'assemblage parfait. D'avoir un style, puis garder le style, justement, du Clarendelle Bordeaux. Tout à fait. Les gens qui sont habitués d'acheter, c'est visuel aussi. L'achat peut être visuel. Donc, moi, j'aime beaucoup Clarendelle, j'aime beaucoup l'étiquette verte. Donc, il y a une continuité là, avec le temps. Là. Voilà. Après, l'étiquette verte, c'est vraiment la couleur emblématique de Aubryon, le vert. On a beaucoup de choses qui sont vertes à Aubryon. Donc, on a vraiment choisi pour notre vin phare, le Bordeaux Clarendelle, d'utiliser ce joli vert forêt, comme vous disiez. Oui. Et puis, on a une bouteille qui est assez particulière. Toutes nos bouteilles de tous nos domaines sont un peu particulières. Nous, on aime bien faire des choses différemment. Donc, la bouteille de Aubryon a une très jolie forme qui est très différente de certaines bouteilles de Bordeaux, qui est en fait l'ancienne forme des bouteilles de Bordeaux au début du XXe siècle. La bouteille de notre château Quintus est plus une bouteille de Bordeaux du XIXe siècle, donc encore avant, qui a une forme encore différente. Et puis Clarendelle, on a une bouteille qui est un peu plus grande que la bouteille classique de Bordeaux. On a une bouteille qui est gravée, avec notre Clarendelle sur le col. Voilà, on a aussi un style un peu différent du classique Bordeaux que vous avez peut-être l'habitude de voir, une étiquette blanche avec une gravure d'un château dessus. Nous, on a choisi, c'est un parti pris et c'est notre propriétaire qui a dessiné cette magnifique bouteille. On a choisi le doré, le vert, avec un logo qui est assez particulier puisqu'il représente toute l'histoire de la famille. On a les CD qui sont les initiales de Clarence Dillon qui a acheté Aubryon en 1935. Ensuite, on a la couronne de la famille royale du Luxembourg, tout en haut. On a la couronne en feuilles de vigne de la famille Dillon. Et puis, on a ces 2 lions emblématiques de Clarendelle. C'est comme ça que vous allez reconnaître la bouteille. Ces 2 lions, en fait, qui sont des statues devant le château Aubryon. Donc, si vous venez visiter le château à Bordeaux, vous reconnaîtrez ces 2 lions qui sont en pierre devant notre château. Est-ce que ça a le rapport à la présence anglaise de Bordeaux dans les années très passées? Les Anglais, en fait, compte, ils ont été présents dans cette région-là? Oui, c'est vrai qu'on a une grande histoire avec les Anglais. Oui. Je suis pas convaincue, peut-être. OK, peut-être.
Mais là, nous, on a vraiment choisi de faire quelque chose de différent Votre écusson, à notre exactement. image, en fait. On a créé cet écusson qui est une création de notre propriétaire pour rendre hommage à sa famille. C'était pas un écusson qui existait avant. Donc voilà. J'aime aussi l'explication qu'il y a à l'arrière de la bouteille. Oui, bien c'est sûr. bien. Vous avez l'histoire de la famille, un petit rappel. Vous avez les détails des raisins qu'on utilise dans la bouteille, les cépages. Nous, on aime bien toujours donner cette indication avec une photo de Clarence Dillon, notre fondateur. Est-ce qu'il y a est-ce qu'à chaque année, il y a une bouteille ou des fois, ça arrive? À chaque année. Là, présentement, j'ai le 2016 devant moi, mais il y en a chaque année. Là. Oui, pour le Clarendelle Bordeaux, on produit chaque année. Ok. Alors, plus ou moins de volume, ça dépend, puisque nous, c'est aussi ça la magie du vin, c'est que... alors, c'est la magie pour moi, mais pour le viticulteur, c'est pas forcément la magie. On a des aléas climatiques, donc bien sûr, on peut avoir du gel, on peut avoir du mildiou qui vont avoir un impact sur le volume et la production. Oui. Par exemple, en 2017, à Bordeaux, on a eu pas mal de gel. Donc, les volumes sont un peu plus faibles. On a du vin de bonne qualité, mais on aura un peu moins de bouteilles disponibles. Après, on a des millésimes. Le 2016, c'est vraiment un millésime généreux, un millésime avec une très belle maturité. Donc, on a produit un volume honorable de vin. Donc, on était très contents. Là, par exemple, en 2021, bon, c'est un peu plus compliqué. Il y a eu un petit peu de gel, notamment sur les merlots, Oui. qui est un cépage qui Quel sort désastre. un cépage qui sort un peu plus tôt, qui se réveille un peu trop tôt. Et malheureusement, on a toujours un peu de gel au mois d'avril. Donc voilà. Donc ça, c'est les aléas climatiques et ça fait partie du métier de vigneron que d'essayer de les gérer. Et 2016, donc en fait, pourquoi 2016 aussi ? C'est un vin qui est un peu plus âgé que certains vins que vous pouvez trouver sur le marché. Et c'est vraiment un parti pris chez nous de mettre en marché les vins lorsqu'ils sont prêts à être bu. Clarendelle, l'idée, c'est vraiment d'avoir un vin avec des tanins qui sont bien fondus, Oui. qui est parfaitement prêt à boire. Et c'est aussi intéressant pour nos amis restaurateurs qui peuvent mettre une bouteille sur la table d'un vin un peu plus prêt à boire, un peu plus âgé. Donc aujourd'hui, voilà, nous, on vient juste de mettre en marché le 2016. 2016. Mais est-ce que c'est une bouteille qui peut dormir un petit peu? Ou, oui, on Un peut. petit peu, voilà. Après, c'est pas l'idée de Clarendelle, c'est vraiment de le boire lorsque vous l'achetez. Pas forcément vocation à être vieilli 5-10 ans. Mais bien sûr, si vous le gardez 1 an ou 2, il n'y a aucun souci. Aucun problème. Bien sûr. Là, je vois 2018, mais c'est sur le Médoc, dont l'étiquette bleue. Oui. Donc, Médoc, là, c'est tout le raisin vient du Médoc. Hein, Tout à fait. Tout le Voilà. raisin vient du Médoc. Donc, c'est le même principe que vous avez vous faites affaire avec des gens là-bas. Oui, et vous tout faites à le fait. montage. Donc, alors, Médoc 2018. Le Médoc, c'est un peu différent. C'est pas un vin qu'on produit chaque année. Ok. Par exemple, il n'y a pas eu de Médoc 2017 parce qu'on n'a pas réussi à trouver des volumes qui correspondaient à la qualité que l'on attendait. Donc, on est effectivement en 2018. C'est un Médoc qui est encore un petit peu jeune, que vous pouvez tout à fait boire aujourd'hui et que vous pouvez vieillir chez vous pendant au moins, jusqu'à 5 ans sans problème. Oui. Le Médoc, du coup, va être un petit peu plus tannique, un petit peu plus puissant, très différent du Bordeaux. Le Bordeaux, c'est un vin vraiment de plaisir que vous pouvez boire à l'apéritif, qui se boit tout seul, très rond sur le fruit, des beaux arômes de fruits rouges. Le Médoc, c'est un peu plus complexe, un vin que vous prenez avec de la nourriture. Vraiment, avec une bonne grillade, c'est parfait. Si on s'en va dans le... J'ai vu le Saint-Émilion. Ici, je ne pense pas qu'il soit disponible. Alors, le Saint-Émilion, En ce Amérique du sera Nord, pour nos amis restaurateurs. Ah, C'est d'accord. de l'importation privée. Donc, vous pourrez sûrement le trouver dans les restaurants au Québec, bien sûr. Donc, il est Alors, pas- le Saint-Émilion, on a vraiment choisi de faire un Médoc à un Saint-Émilion qui illustre parfaitement leurs appellations respectives. Donc, Médoc, je vous parlais de puissance, de tanin, un peu plus présent. Le Saint-Émilion, c'est vraiment synonyme d'élégance. C'est un vin qui est très charmeur, avec du merlot et du cabernet franc. Donc, un petit peu de fraîcheur grâce au cabernet franc, mais beaucoup de rondeur et un très bel équilibre. Il faut savoir que nous, les mots-clés pour Clarendelle, c'est l'équilibre, la complexité. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on essaie de faire, de montrer dans chacun de nos vins.
On va passer au blanc, parce que le blanc est intriguant. J'ai jamais goûté. Alors là, je suis très, très intrigué par rapport au blanc. Ma femme adore le vin blanc. C'est son vin, c'est ses vins préférés. Elle aime beaucoup le rouge, mais vraiment, le blanc, c'est une fille de blanc. On va le dire comme ça. Fille de blanc. Donc, votre clarandelle blanc, si vous nous l'expliquez. Bien sûr. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'en général, quand on parle de Bordeaux, dans l'esprit des gens, c'est plutôt du rouge. Oui. Mais voilà, Bordeaux est connu pour ses vins rouges. La classification de 1855, c'est pour les vins rouges. Mais à Bordeaux, on fait aussi du blanc. Alors, tout à l'heure, on parlait d'entre-deux-mers. Entre-deux-mers qui veut dire, pour beaucoup de gens, le vin pour les huîtres. Exactement. mais à Bordeaux, on est quand même à côté du bassin d'Arcachon. Et voilà. On a beaucoup d'huîtres. Et l'entre-deux-mers... Et là, vous allez m'attirer parce que moi, je suis un fan fini d'huîtres. Ah ben voilà. On vous attend à Bordeaux. C'est bien. Mais effectivement, l'entre-deux-mers, c'est le vin de l'été, le vin qu'on va boire au bord de la mer avec des huîtres, avec des crevettes, avec des fruits de mer. Alors nous, le Clarendelle Bordeaux, c'est un petit peu différent parce qu'on est sur un vin un peu plus gras déjà, un peu plus... Alors, on parlait tout à l'heure d'assemblage, de différents cépages. Oui. Et nous, c'est vraiment la clé dans notre Clarendelle blanc. On a 3 cépages qui sont typiques de Bordeaux, qui sont assemblés dans cette bouteille. Alors, sachant que nous, à Pessac-Léognan, dans nos grands châteaux Aubryon et Mission Aubryon, on fait du blanc également. Des blancs qui sont très recherchés et qui se vendent même plus cher que nos vins rouges. Parce que c'est très rare, la production est limitée. Et plus petite, c'est ça. Voilà. On s'est un peu inspiré de ces vins-là pour faire notre Clarendelle blanc, en termes de style. Donc en fait, on va utiliser beaucoup de sémillon. Le sémillon, c'est un cépage que l'on utilise en sauterne. On en a parlé tout à l'heure, avec la pourriture noble, donc le botrytis. On en a sur le sémillon. Le sauterne, c'est principalement du sémillon. Nous, on a choisi de faire un vin sec avec le sémillon. Donc on va utiliser beaucoup de sémillon qui donne vraiment ce gras dans le vin et puis ce potentiel de vieillissement. Vous pouvez sans problème vieillir le vin pendant quelques années. C'est vraiment idéal. Et le sémillon s'exprime même mieux lorsqu'on le vieillit un petit peu. Ensuite, on ajoute du sauvignon blanc pour donner un peu de fraîcheur. Donc le sauvignon blanc, c'est le vin qu'il y a dans l'entre-deux-mers. Celui que vous buvez avec les huîtres. Oui. Donc là, il y a plus de fraîcheur, plus d'acidité. C'est comme vraiment... plus croquant un peu. Exactement. Ouais, et ensuite, nous, et ça c'est vraiment notre marque de fabrique, on ajoute de la muscadelle. Alors la muscadelle, c'est pas un cépage qui est très courant parce que déjà c'est un cépage qui est très fragile, qui est assez difficile à faire pousser. Et c'est un cousin du muscat. Et le muscat, c'est aussi du raisin de table. C'est délicieux, c'est très aromatique, très floral. Et la muscadelle a un petit peu les mêmes propriétés. Donc en fait, la muscadelle va donner un nez très très floral au vin, avec des arômes vraiment délicats. Et donc l'assemblage de ces 3 cépages, pour nous, ça a créé le vin parfait en fait. On a vraiment chaque cépage qui va apporter quelque chose à l'ensemble. Donc là, en plus, le Clarendelle blanc, ce qui est vraiment bien, c'est qu'on peut le garder. Alors, quand vous l'achetez, vous pouvez tout de suite le boire, mais vous pouvez le garder un petit peu. 1 an, 2 ans, 3 ans, il va s'exprimer encore mieux. Très intéressant. Ouais. Très, très intéressant. Est-ce que les quantités, est-ce que vous avez autant de quantités ou est-ce qu'il est dur à trouver ou c'est vraiment... Alors, on produit moins de blanc. Oui. En général, on vend l'année en cours dans le millésime et à la fin de l'année, on n'en a plus et on passe à l'année suivante. Nous, on ne vieillit pas le blanc chez nous. Malheureusement, on n'a pas assez de volume pour pouvoir le faire. Donc, on va le mettre en marché une fois qu'il sera prêt et puis ensuite, on passera au millésime suivant. Donc, il est un peu plus difficile à trouver que le rouge, effectivement. Mais si vous pouvez mettre la main dessus, n'hésitez pas parce que c'est plus un blanc de gastronomie que vous pouvez complètement boire en apéritif aussi. Et je vous interdis pas de le boire avec des huîtres. Il n'y a aucun problème. Mais c'est aussi un blanc qui est capable de supporter des plats un peu plus lourds, même avec de la crème ou un poisson, sans problème. Donc voilà, il y a plein de possibilités. Très intéressant. Est-ce que vous m'offrez la bouteille? Non, bien sûr. Elle est magnifique. Magnifique bouteille. Voilà, en plus, la bouteille est très jolie. Cette fois-ci, on a une étiquette blanche,
puisque chacun de nos vins a une étiquette Oui. d'une couleur différente. Moi, je vais l'offrir en cadeau. Donc, OK. C'est très bien. Non, vraiment. Et puis faites-le Oui, goûter oui. à votre femme. Je pense qu'elle va vraiment apprécier. Oui, ça va se faire bientôt, ça, Ouais. je vous l'assure. Moi, je suis un enfant de la restauration. J'ai vu la progression de la consommation du vin blanc. Mhm. À un moment donné, ici au Québec, le vin blanc, c'est un peu secondaire. Mais aujourd'hui, les gens, je sais pas, il y a un passage au vin blanc. Est-ce que c'est comme ça aussi en France où vraiment la consommation de blanc est toujours pareille? Qu'est-ce qui se passe avec le blanc? Ici, il y a une montée dans le blanc. En France, on a quand même toujours fait des bons blancs en Bourgogne, en Loire. Donc, traditionnellement, on a toujours bu du vin blanc. Nous, ce que l'on constate, c'est la consommation du vin rosé qui augmente énormément. Voilà, donc là, vous avez un rosé. Alors, nous, on fait un rosé qui, pour l'instant, n'est pas encore disponible au Québec. Mais faut savoir que Bordeaux, pour le coup, c'est pas du tout connu pour son rosé. On parle de la Provence, on parle du voilà, sud de la France. Tout à fait. On eut fait du rosé qui était très foncé, qu'on appelait du clairet. Oui. Et ça, c'est toujours traditionnel à Bordeaux. C'est vraiment notre style. C'est un rosé où les raisins macèrent un peu plus longtemps. Donc, en fait, c'est la peau qui donne la couleur au vin. Donc, Un peu plus comme on le laisse... Tavel. Oui, exactement. C'est la même couleur que le Tavel. D'accord. Et ce sont des rosés de saignée. Donc, en fait, ça veut dire que plus on laisse la peau macérer dans le jus, plus le rosé va être foncé. Oui. C'est comme ça qu'on fait du vin rouge. Si vous pressez des raisins rouges, il va sortir du jus blanc. On a la couleur rouge en laissant macérer les peaux dans le jus. Donc en fait, le rosé éclairé qu'on avait l'habitude de faire, c'était ça. C'était du rosé d'une couleur assez foncée. On laissait macérer les peaux plus longtemps. Et évidemment, ça donne aussi des arômes beaucoup plus intenses, plus puissants. Et puis on s'est rendu compte que c'était pas forcément ce que le marché attendait. Ce qui marche vraiment, c'est le rosé de Provence. Les gens aiment beaucoup cette fraîcheur, comme pour le vin blanc. L'expression un peu dry rosé Exactement. que les Américains prennent. Avec une couleur Oui. plus légère aussi, Oui. une jolie couleur rose saumon. Et donc, à Bordeaux, petit à petit, les châteaux ont commencé à faire du rosé comme ça. Donc, c'est du rosé en pressurage direct, on dit. Donc, on presse juste les raisins. Et puis ensuite, on laisse vraiment pas macérer pour que la couleur soit trop foncée. Donc, on a un rosé qui est un rose très pâle, avec des jolis arômes. Et la différence avec le rosé de Provence, ce sont les raisins qu'on utilise. Parce qu'à Bordeaux, on va utiliser nos raisins rouges, le merlot, le cabernet franc et le cabernet sauvignon. Donc, du coup, on a des rosés qui vont avoir une personnalité différente. Peut-être un peu plus complexe. Oui. Un rosé de Provence, avec des arômes un peu plus En Provence, ils vont intenses. prendre quel cépage? C'est principalement de la grenache. C'est le grenache, Ouais. hein, c'est ça. Donc c'est très très fruité, c'est très gourmand, et nous on va être sur quelque chose un petit peu plus complexe. Et donc, ce produit-là, ce vin rosé-là, bientôt, on va l'avoir ici au Québec. On espère bien, oui. On y travaille. On y J'aimerais beaucoup que nos clients québécois puissent le goûter, parce qu'il est vraiment exceptionnel. Donc, vous avez dit qu'il est disponible en France depuis que... Depuis plusieurs années. Ok. Oui, c'est un produit, mais qui est en constante croissance. Avec une jolie bouteille transparente, avec l'étiquette imprimée dessus cette fois. Pas de couleur. D'accord. L'autre vin, parce que je crois que vous avez 6 produits, c'est Oui, ça? oui, 6 oui. produits. Votre liquoreux, Oui, alors on parlait du sauterne tout à l'heure. Oui. Alors nous, c'est pas un sauterne. Il faut savoir qu'il y a une autre petite région alors c'est un peu plus loin, c'est à 2 heures de Bordeaux, qui s'appelle Montbazillac et qui produit également des vins liquoreux avec la pourriture noble, donc avec le botrytis. Donc, Oui. c'est le même processus. On a aussi cette petite brume matinale qui permet au botrytis de se développer. Et nous, c'était vraiment notre souhait d'étoffer cette famille en ajoutant un vin liquoreux, notamment un vin qu'on va servir dans nos dîners à Aubryon à la fin du repas, systématiquement. Et donc, l'assemblage, c'est du sémillon, donc emblématique pour les vins liquoreux à Bordeaux, mais cette fois-ci, on va le mélanger avec de la muscadelle. Donc ça, c'est vraiment pas courant d'avoir de la muscadelle dans un vin liquoreux comme ça. intéressant. Et donc, ça donne un vin un peu plus léger qu'un sauterne. On a un petit peu moins de sucre, donc c'est plus digeste. Et on a ces arômes de la muscadelle vraiment floraux qui sont très, très agréables et très intenses, mélangés avec les arômes un peu d'écorce d'orange, du botrytis.
de miel, de fruits secs. Est-ce qu'il est disponible en demi-bouteille? Ou... Ce sont des bouteilles de 50 centilitres. 50 Ouais. centilitres. Donc, Ouais. donc ça, c'est bien parce que pour 2 personnes, c'est parfait. Oui, là. bien C'est sûr. ça, pour 2 personnes, Tout à fait. C'est parfait. C'est parfait pour boire pendant un repas, puisque moi, je vous conseille le poulet rôti, clairement, avec en dessert une petite tarte tatin ou alors J'ai aimé votre idée de poulet rôti tout à l'heure. je vous conseille vraiment. C'est un super assortiment. Et avec un petit gâteau au citron, une petite tarte au citron meringuée, c'est comme ça qu'on fait chez nous. Donc, ça, c'est disponible pour les restaurants au Québec. Pour les restaurants aussi. Puis, donc, on peut le demander aussi à notre restaurant si on... Est-ce qu'on peut demander au restaurant puis ils peuvent s'organiser pour en avoir ou comment ça fonctionne pour les restaurants? Alors ça, je sais pas trop. Malheureusement, ça vient juste d'arriver au Québec. C'est un nouveau produit. Donc, parlez-en à votre restaurateur, ça c'est sûr, si jamais ça vous intéresse. Et puis, peut-être que vous aurez l'opportunité de le goûter dans votre restaurant préféré. Dites-moi, j'ai vu il y a quelque temps un reportage. Il disait que Bordeaux, il y a un aura vis-à-vis Bordeaux. Bordeaux qui est un peu, qui est un peu au-dessus des autres régions. Je sais pas, c'est comme si c'est un peu plus, hautain, si on peut dire, de Bordeaux. C'est un Bordelais qui a fait le reportage. Je suis bordelaise, attention. non, ce que je veux dire, c'est que dans le reportage, c'est ça qui m'a surpris. Il disait qu'il y a des Français qui boudent Bordeaux. C'est-tu vrai, cette histoire-là? On a eu une période, effectivement, on appelait ça du Bordeaux bashing. Maintenant, ça a vraiment disparu, je pense. Ça a disparu. Après, on reste une région, mais c'est pareil dans toutes les régions de France, je pense. Si vous allez dans un restaurant à Bordeaux, vous allez trouver du vin de Bordeaux. C'est plus difficile de trouver du vin de Bourgogne. Je pense que si vous allez à Dijon dans un restaurant, vous aurez du mal à trouver du Bordeaux. C'est normal, on essaye vraiment de mettre en valeur notre région en local. Mais après, je pense qu'on apprécie vraiment le travail des vignerons dans d'autres régions. Je pense pas qu'il y ait une région en France qui soit plus cotée qu'une autre. On fait tous des vins différents et c'est ça aussi qui fait la diversité de la France. C'est la beauté. Exactement, parce que chaque région utilise des raisins différents. On parlait de cépage tout à l'heure. La Bourgogne, c'est du pinot noir. Ça n'a rien à voir. En Loire, on est plus avec du cabernet franc. Dans le sud de la France, c'est de la Grenache, de la Syrah dans le Rhône. Donc vraiment, chaque région a sa particularité et ça serait injuste de dire qu'une région est mieux qu'une autre. Je pense pas. Et aujourd'hui, je pense que vraiment, on est plus ouvert. Je suis content d'entendre ça. Je suis heureux d'entendre ça. Merci beaucoup, Morgane Renaud. Merci beaucoup d'être... Mais racontez-moi un peu votre histoire à vous, là. En 2 minutes. En 2 minutes. Vous êtes arrivé là chez Clarendelle. C'est par hasard ou comment c'est arrivé? Moi, j'ai grandi, donc je vous ai dit que j'étais bordelaise. Bordelaise, exactement. Alors, j'ai grandi dans le Médoc, justement, on en parlait tout à l'heure. J'ai grandi dans un village qui s'appelle Pauillac, mais qui n'est pas si méconnu, puisque c'est là où se trouvent les 3 premiers grands crus. Oui. Mouton Rothschild, Lafite Rothschild et le Château Latour. Donc, on a quand même des très bons vins. Donc, vous faisiez du vélo à travers les vignes. Exactement. Ah, voilà. Donc, en fait, moi, j'ai des souvenirs quand j'étais à l'école primaire. On avait des sorties scolaires dans les vignes ou dans les châteaux et on faisait les vendanges. On apprenait vraiment... C'est bien. Donc, j'ai trempé dedans depuis... Une vraie fille de la place, comme on dit. Voilà, j'ai trempé dedans depuis toute petite. Et c'était pas forcément une vocation, mais ayant grandi dans le milieu, j'ai toujours voulu finalement travailler dans le vin et partager ma passion, faire découvrir ma région au monde. Donc j'ai travaillé pour d'autres maisons avant de rentrer chez Clarence Dillon. Mais vraiment, mon choix, c'était l'Amérique du Nord, en fait. Mon marché clé, c'est l'Amérique du Nord. Vous représentez l'Amérique du Nord. Je représente l'Amérique du Nord pour Clarence Dillon Wines. Et donc... Je suis basée à Bordeaux, j'habite à Bordeaux aujourd'hui, mais je voyage à travers l'Amérique du Nord pour présenter les vins et j'ai un rôle d'ambassadeur en fait de la marque. Exactement. Et c'est pour moi une passion vraiment que d'échanger, de faire découvrir la région, d'avoir ce rôle éducatif aussi parce que les gens, je comprends Bordeaux ça peut faire peur, c'est quand même compliqué. Il y a plein de petites appellations et puis nous les Français on aime bien les choses compliquées donc
On a une variété d'appellations. Donc voilà, moi je suis là pour aider les gens à comprendre et faire découvrir tous ces produits. Voilà. Merci beaucoup, Morgane Renaud. C'était une visite incroyable pour moi. Puis ça me ferait grand plaisir de vous recevoir. Puis peut-être qu'on va avoir une deuxième fois, peut-être dans l'avenir. J'aimerais beaucoup, bien sûr. C'est très bien. Et puis, n'hésitez pas à venir me voir à Bordeaux. Moi, j'ai plein de choses à vous faire découvrir. On a des projets, là. Vous avez des projets, là. Les huîtres, le vin blanc. Ouais. Là, oui, là, Le poulet rôti. Et le poulet rôti. Et merci beaucoup, Morgane. Merci, Jerry, de m'avoir accueilli. Je suis très, très, très contente d'avoir pu partager ce moment avec vous. Au revoir. Au revoir.